Minuit sur le Sahel, un MQ-9. Reaper se cale sur une colonne. Capteur verrouillé, silence total, intention unique. Deux Hellfire armés, trajectoire résolue, coordonnées figées, le protocole dit neutralisé, l'objectif est un chef d'État en mouvement. À quelques kilomètres de Ouagadougou, un ordre tombe, phare coupé, bifurcation sèche, la frappe lacère l'asphalte là où le convoi devait passer, et Ibrahim Traoré échappe à la mort, à une respiration près. Si l'attaque a raté sa cible, elle a touché plus vaste. La narration du pouvoir et l'équilibre fragile entre souveraineté proclamée et souveraineté prouvée. Ils ont tenté de l'effacer du ciel, mais en le manquant, ils ont révélé autre chose. La fragilité du récit occidental sur le contrôle du Sahel. L'enjeu dépasse la survie d'un homme. Il concerne l'idée même de souveraineté face aux technologies de guerre déterritorialisées. Quand Ibrahim Traoré se relève de cette nuit de feu, il comprend que l'arme la plus redoutable n'est pas le missile, mais la narration qu'on lui attache. Sa promesse est simple, presque ascétique. Transformer la peur en preuve, la blessure en boussole. Ce qu'il dira au pays résonne comme un contrat. Tant qu'un drone peut décider de notre sort, notre indépendance n'est qu'un mot vide. Cette phrase devient la charpente d'un mouvement. Redéfinir le droit d'exister sans permission. L'intérêt du monde pour le Burkina Faso n'est plus diplomatique, il devient symbolique. Que vaut la souveraineté à l'ère du ciblage algorithmique? Le risque, c'est que l'émotion s'éteigne plus vite que le scandale. La promesse, c'est que cette fois, l'Afrique n'oubliera pas. 4 jours après l'attaque, un rapport militaire interne fuit sur les réseaux. Séquence radar, signature électronique, trajectoire du drone, tout concorde. La révélation bouleverse le pays. Pour la première fois, un État africain démontre par des preuves matérielles qu'il a été ciblé par un appareil de l'OTAN. Le chiffre tourne en boucle. 2 missiles, 3 civils morts, 0 démenti clair. Dans les couloirs de Ouagadougou, les analystes parlent d'un tournant historique. Dans les cafés populaires, les gens répètent vraiment simplement un nom, Ibrahim Traoré. Le président sait que l'affaire dépasse la technique. Elle met à nu l'équilibre du pouvoir mondial. Qui a le droit de frapper et qui a seulement celui de prouver qu'il a été frappé? Depuis les indépendances, peu de dirigeants africains avaient osé défier frontalement la logique de tutelle. Traoré, lui, choisit la transparence radicale. Il convoque ses généraux, puis les caméras. Aucun prompteur, aucun décor, juste sa voix qui dit « Ils ont essayé de me tuer ». Cette phrase devient une onde de choc. Les chaînes internationales hésitent à la diffuser. Les chancelleries s'agitent, mais le message circule. Les chiffres s'accumulent. 10 millions de vues en 3 heures, 50 millions le lendemain. Chaque clic amplifie une idée. Un récit africain peut exister sans validation extérieure. Dans les marchés, dans les universités, dans les casernes, une même émotion se propage. Un mélange de peur, de fierté et de lucidité. Ce n'est pas la guerre qu'ils redoutent, mais le retour au silence d'avant. Car au-delà du drame, un concept nouveau émerge, celui de souveraineté prouvée. Là où d'autres États se contentaient de protester, le Burkina Faso expose des données, des fragments, des numéros de série. C'est la première fois que l'Afrique inverse la charge de la preuve. Et cette inversion, plus qu'un acte politique, devient un acte de dignité. Dans les heures qui suivent la diffusion, Ibrahim Traoré ne se cache pas. Il parcourt les rues de Ouagadougou sans escorte apparente. Sa présence calme une population prête à basculer vers la colère. Autour de lui, soldats et civils échangent la même phrase. « Nous ne répondrons pas par la guerre, mais par la vérité ». Ce refus de la vengeance immédiate devient un geste de leadership rare sur un continent habitué aux ripostes. Le président impose une discipline nouvelle. Il veut que la douleur serve à penser, non à frapper. Dans les écoles, les enseignants parlent déjà de « la nuit du drone », comme d'un moment où l'histoire a respiré autrement. Les familles des 3 victimes reçoivent dans des funérailles nationales sobres, sans spectacle, juste la promesse répétée. Leurs morts auront un sens. Cette sobriété frappe davantage que n'importe quel discours. Les caméras étrangères, frustrées de ne pas obtenir de réaction explosive, découvrent un chef d'État qui construit son image non dans la colère, mais dans le contrôle. Sur les réseaux, les visages des victimes deviennent icônes. Des artistes peignent leurs portraits sur les murs, des étudiants
en font des symboles de résistance. À travers eux, le pays découvre une forme d'unité inattendue, le sentiment qu'un destin collectif vient de naître. Les premières conséquences sont tangibles. Hausse des inscriptions militaires, multiplication d'initiatives économiques locales, regain d'intérêt pour l'histoire nationale. Tout semble indiquer qu'en survivant, Ibrahim Traoré a réveillé un réflexe ancien, celui d'un peuple qui se redresse quand il comprend qu'on a voulu l'humilier. Et dans cette conscience nouvelle, une question persiste. Que faire de cette victoire sans bataille? Tout commence une semaine avant la frappe. Les rapports de renseignement signalent une intensification des vols de reconnaissance au-dessus du nord du Burkina Faso. Un Reaper de l'OTAN, modèle MQ-9, multiplie les trajectoires circulaires à basse altitude, sous prétexte d'observer les mouvements djihadistes. Mais dans le centre de commandement de Ouagadougou, un radar chinois récemment installé relève une anomalie. L'appareil ne patrouille plus, il traque. Le 3 juillet, à 23h47, la ligne cryptée du palais présidentiel s'allume. Le chef de sécurité informe « Objet non identifié, altitude 2000 pieds, vitesse lente, position fixe au-dessus de la nationale 3 ». Ibrahim Traoré écoute, puis ordonne calmement « Coupez les phares, prenez la piste latérale ». 4 minutes continuent plus tard, 2 déflagrations lacèrent la nuit. L'endroit exact où le convoi devait passer n'est plus qu'un cratère incandescent. La survie tient à un virage improvisé et à quelques secondes de retard. Le lendemain matin, la scène est figée sous un soleil brutal. Les soldats ramassent des débris, découvrent les inscriptions AGM 114, Made in USA. Des ingénieurs russes et chinois confirment missile Hellfire, tiré depuis un drone occidental. La preuve est indéniable, mais reste explosive, politiquement. Traoré décide alors d'agir selon une logique inverse à celle qu'on attend. Pas de riposte, pas de cri, mais une démonstration. Il convoque ses conseillers et déclare « Ils m'ont attaqué dans le secret, je répondrai à la lumière ». Cette phrase scelle une stratégie, retourner la frappe en récit. Le soir même, il apparaît à la télévision nationale, sans drapeau ni protocole, front éclairé, ton calme. « Ils ont essayé de me tuer », dit-il simplement. Le choc est immédiat. Les Burkinabés, d'abord incrédules, allument leur poste, s'attroupent, écoutent. Les images se diffusent dans toute l'Afrique de l'Ouest. En 24 heures, 17 pays commentent l'incident. 3 ministres africains proposent une enquête commune. L'Union africaine se réunit en urgence. Les chancelleries occidentales réagissent avec prudence. L'OTAN niait toute implication directe, sans nier la présence du drone. À Washington, l'ambassadeur américain demande un entretien. Traoré le fera attendre 3 jours, par principe. Lorsqu'ils se rencontrent enfin, la tension est palpable. L'ambassadeur évoque une erreur de ciblage, un malentendu technique. Traoré sort un fragment métallique et le pose sur la table. « Vos drones ont verrouillé ma voiture. Vos missiles ont tué 3 civils. Ce n'est pas une erreur, c'est une décision. » Ce face-à-face devient mythique. Les caméras captent un sourire bref, presque ironique. Ce sourire circule ensuite sur les réseaux, légendé. Quand tu as survécu à la mort, plus rien ne t'intimide. C'est à ce moment précis que la chronologie bascule du drame individuel à l'épopée collective. La tentative d'assassinat devient la matrice d'une révolution symbolique, et le nom Ibrahim Traoré cesse d'appartenir à un homme pour devenir celui d'un mouvement. 3 semaines après la frappe manquée, la commission d'enquête présidentielle publie ses premiers résultats. Le rapport, long de 72 pages, détaille la séquence complète du drame. Détection radar, verrouillage, lancement, impact. Le delta entre les données officielles de l'OTAN et celles du Burkina Faso atteint 17 secondes, suffisant pour prouver une intention de poursuite active. Ce simple écart devient un symbole. Une vérité peut se loger dans une marge de temps. La deuxième preuve est matérielle. Les fragments de missiles récupérés près du cratère contiennent des numéros de série identifiés par 3 laboratoires indépendants. Ils renvoient à un lot livré à une base alliée opérant depuis le Niger. La trace logistique irréfutable établit une chaîne de responsabilité complète, du fournisseur au tireur. C'est la première fois qu'un pays africain réussit à remonter une frappe étrangère jusqu'à son origine. Enfin, les images satellites chinoises confirment le scénario.
On y distingue clairement la manœuvre du convoi, le changement de direction, puis la double explosion à quelques centaines de mètres. Les analystes y voient la signature d'un tir lock and chase, typique des missions d'élimination ciblées. Chaque élément, replacé dans la chronologie, transforme le récit de la survie en acte d'accusation. Face à ces données, les chancelleries ITT et 500 hésitent. Aucune ne veut admettre publiquement ce que tout le monde comprend. Une frappe de l'OTAN a manqué son objectif. Mais Ibrahim Traoré ne cherche pas le scandale, il cherche la pédagogie. Lors d'un discours sobre, il déclare « La preuve n'est pas une arme, c'est un miroir ». Sa phrase résume toute la démarche, révéler sans humilier, démontrer sans crier. Dans les universités africaines, on commence à enseigner l'affaire comme un cas d'école de guerre narrative. Les étudiants analysent de la méthode, preuves empiriques, contrôle émotionnel, cadrage symbolique. Le président transforme une attaque en leçon politique. Le rapport complet recense également 214 frappes de drones en 8 ans sur le territoire africain, causant plus de 200 civils tués et aucune enquête internationale ouverte. Ce triple constat, fréquence, impunité, silence, sert de tremplin à une revendication continentale, créer une autorité africaine indépendante de surveillance aérienne. La logique change. Au lieu de protester après coup, les États veulent et veulent désormais détecter, documenter, diffuser. Dans ce cadre, la phrase la plus commentée de Traoré reste « Ils m'ont attaqué dans le secret, je réponds dans la lumière ». Elle devient une devise. Et derrière cette lumière, une nouvelle doctrine se forme, la transparence comme arme de dissuasion. Car dans un monde saturé de mensonges, l'arme la plus moderne n'est plus le feu, mais la preuve. La démonstration de Ibrahim Traoré établit un précédent. Un pays africain capable de renverser la hiérarchie du récit global. À partir de là, plus rien ne sera tout à fait comme avant. Dans les capitales occidentales, les chancelleries s'efforcent de réduire l'affaire à un incident technique. On parle de mauvais calibrage radar, de bugs logiciels, de défaillance de ciblage. Ces formules, froides et administratives, visent à effacer la gravité morale du geste. Mais Ibrahim Traoré s'y attendait. Il sait que le combat se déplace toujours du terrain militaire vers le terrain sémantique. Son premier argument repose sur la cohérence. Aucun drone ne tire 2 missiles Hellfire sur une zone habitée sans validation hiérarchique. Le second s'appuie sur les faits. Le Burkina Faso ne disposait d'aucune force ennemie active dans le secteur ce soir-là. Autrement dit, le tir ne pouvait pas viser un groupe terroriste, comme l'affirment les communiqués étrangers. Les preuves de poursuite automatique et les données électroniques rendent la version occidentale intenable. En face, les défenseurs de l'OTAN invoquent la lutte contre le terrorisme, prétendant que la frappe répondait à une menace. Mais le raisonnement s'effondre dès qu'on observe la chaîne de décision. Aucune alerte de menace régionale, aucune coordination diplomatique préalable. L'argument de la prévention se transforme alors en prétexte. Traoré, calmement, choisit de répondre par la symétrie. Il diffuse les images des victimes et lit leurs noms à haute voix. Chaque prénom devient une réfutation vivante. Ce n'est plus un débat technique, mais une mise à nu morale. Qui définit la légitimité d'une frappe, celui qui appuie ou celui qui subit? Les analystes africains parlent de contre-narration. En renversant la rhétorique de la sécurité, Traoré montre que la vraie stabilité ne vient pas du ciel, mais du consentement des peuples. Cette inversion logique, simple mais redoutable, transforme un accident en manifeste. La stratégie est claire. Opposer la froideur technologique à la chaleur humaine, la distance à la présence, l'algorithme à la mémoire. Ce contraste devient la force du récit. Là où l'Occident dit erreur, l'Afrique répond preuve. Et cette fois, la preuve parle plus fort que la version officielle. 8 secondes ont tout changé. C'est le temps entre la décision de virer et la frappe. 8 secondes qui séparent la disparition d'un homme de la naissance d'un symbole. Dans les quartiers de Ouagadougou, la phrase « Ils ont essayé de me tuer » n'est plus seulement un cri, c'est une prière inversée. Des foules entières la répètent comme pour conjurer la peur. Le nom Ibrahim Traoré devient mot de ralliement, puis métaphore.
celle d'un continent qu'on croyait soumis et qui découvre sa voie. Ce n'est plus une histoire de drone, mais de destin. Les artistes peignent la scène, les écrivains se la décrivent, les enfants la rejouent dans les cours d'école. La tentative d'assassinat échoue dans les faits, mais réussit à réveiller une conscience. Le pouvoir se déplace du cockpit vers la rue, de la technologie vers la mémoire. À cet instant, l'Afrique comprend que la souveraineté n'est pas un traité ni une parade militaire. C'est une vigilance permanente, une résistance de chaque jour. Et cette veille, désormais, porte un visage, celui d'un homme qui a survécu à son effacement programmé. Les semaines suivantes, les répercussions se propagent bien au-delà du Burkina Faso. D'abord, au niveau national, les foules envahissent les rues. Un pays qui rouillit. Pacifique mais déterminé, les slogans changent, plus de colère brute, mais une exigence claire. Souveraineté, justice, dignité. Les trois mots peints sur les murs deviennent le nouveau drapeau invisible d'une nation blessée, mais debout. Ibrahim Traoré, en refusant la vengeance, rétablit une équation simple. Celui qui contrôle son récit contrôle sa liberté. Les pays du Sahel, Mali, Niger, Tchad, Guinée, publient des déclarations de soutien. 17 nations signent un texte commun condamnant l'agression. C'est inédit. Jamais une coalition africaine n'avait parlé d'une seule voix contre une puissance militaire occidentale. L'Union africaine convoque une session d'urgence. À Addis Abeba, les délégués votent une résolution demandant une enquête internationale. Ce moment scelle une fracture géopolitique. Désormais, la sécurité du continent ne se pense plus avec, mais pour. Pour Papi. Fric. À Bruxelles, silence glacial. L'OTAN évite toute mention directe du nom de Traoré, craignant d'en faire un martyr, mais l'absence de démenti devient aveu tacite. À Washington, les négociations économiques se figent. Plusieurs aides sont suspendues. Pourtant, l'économie burkinabé ne s'effondre pas. Les coopératives locales compensent, les ingénieurs improvisent des circuits alternatifs. La crise, paradoxalement, stimule l'autonomie. Les ONG locales réévaluent leur rôle. Moins d'assistance, plus de partenariat. Dans les universités, des programmes émergents. Ingénierie souveraine, cybersécurité africaine, communication stratégique indépendante. La jeunesse s'approprie la leçon. La dignité n'est pas une posture, c'est une méthode. Pour la première fois, des étudiants citent un président africain non pour ses promesses, mais pour sa stratégie. Dans les médias étrangers, la narration change subtilement. On parle d'un samba, d'un tournant de souveraineté, d'un effet Traoré. Les plateaux télé en Europe oscillent entre fascination et inquiétude. Les analystes reconnaissent, parfois à contre-cœur, qu'un récit africain autonome est né. Et derrière ce récit, un homme a redéfini le rapport entre peur et pouvoir. Ses conséquences s'entrelacent comme les racines d'un arbre que rien ne pourra plus déraciner. Le drone a manqué sa cible, mais il a touché la conscience. Et cette conscience, multipliée par des millions de voix, devient plus durable qu'aucune arme. Car ce qu'ils ont tenté de supprimer, Ibrahim Traoré l'a transformé en fondation, celle d'une Afrique qui ne demande plus la permission d'exister. Le temps passe, mais la tension ne faiblit pas. Au cœur du palais de Koulouba, Ibrahim Traoré réunit ses conseillers pour anticiper la suite. Car une vérité aussi éclatante ne reste jamais sans réponse. 3 chemins se dessinent, 3 possibles visages de l'avenir. Le Burkina Faso consolide sa position en Afrique de l'Ouest sans rupture ouverte avec l'Occident. Les relations diplomatiques se refroidissent mais se manisent. Mais ne seront pas. Opage. Le pays s'appuie sur de nouveaux partenaires, Algérie, Égypte, Brésil. L'économie s'adapte à un modèle d'autonomie progressive où l'importation devient rare et la production locale vitale. Ce scénario suppose une stabilité interne maintenue par le patriotisme plus que par la peur. Une coalition formelle de 12 nations africaines naît autour du Burkina Faso. Objectif : mutualiser les moyens de défense et les infrastructures de communication. Des radars interconnectés couvrent tout le Sahel, tandis que les universités forment une génération d'ingénieurs post-dépendance.
La diplomatie africaine gagne une voix unifiée dans les instances mondiales. Pour la première fois, l'initiative vient du Sud, non de l'aide venue du Nord. Le continent redécouvre sa puissance tranquille. Les puissances visées répliquent par des sanctions économiques ciblées. Les campagnes médiatiques se multiplient, accusant Traoré d'autoritarisme. Les tensions internes grandissent, attisées de l'extérieur. Mais le peuple, désormais éveillé, ne réagit plus par la peur. La résistance devient discipline. Produire, enseigner, défendre. C'est le scénario le plus rude, mais aussi le plus formateur, celui où la souveraineté se mesure chaque jour. Quel que soit le chemin, une idée s'impose. La liberté n'est pas un État, c'est un entraînement. Et si Ibrahim Traoré échoue, ce ne sera pas faute d'avoir compris la leçon de l'histoire. Le pouvoir véritable ne se conquiert pas, il se mérite dans la durée. Dans chaque discours, Ibrahim Traoré ne s'adresse pas seulement aux diplomates, mais à ceux qu'il appelle les gardiens silencieux, les citoyens ordinaires. Il sait que la légitimité ne vient pas du sommet, mais du regard de ceux qui observent sans pouvoir décider. C'est à eux qu'il dédie ses phrases les plus simples. Celles qui se mémorisent comme des proverbes. La souveraineté n'est pas un cadeau, c'est une habitude. Pour le paysan de Dori, cette phrase évoque la terre qu'il laboure sans subvention. Pour l'étudiante de Bobo Dioulasso, elle signifie coder sans dépendre d'un logiciel étranger. Pour le soldat à la frontière, c'est tenir la ligne sans renfort étranger. Et pour la diaspora, c'est la fierté tranquille de dire « Nous produisons ce qu'on nous refusait ». Dans les écoles, les enfants apprennent désormais 3 noms, les victimes du drone. On leur enseigne que la dignité a parfois un prix silencieux, payé par d'autres pour que le pays tienne debout. Les enseignants disent « Le courage, c'est la patience organisée ». Cette pédagogie du réel, née dans la douleur, devient le ciment du renouveau national. Les artistes, eux, prolongent le message. Films, chansons, poèmes. Tout participe d'une renaissance esthétique où la souveraineté devient beauté et non posture. Le récit collectif se nourrit de visages, de gestes, de silences et les partager. Le peuple cesse d'être spectateur de son histoire. Il en devient l'auteur. Et si l'Occident observe encore ce mouvement avec condescendance, il ne peut plus l'ignorer. Car chaque regard tourné vers le Burkina Faso y voit désormais non un pays isolé, mais un miroir où l'Afrique entière se redresse lentement, mais sûrement. Face à l'élan populaire, Ibrahim Traoré comprend que l'enthousiasme seul ne suffit pas. Il faut une structure, un plan. C'est ainsi qu'il lance le programme Souveraineté intégrale, divisé en 3 axes clairs, sécurité, énergie, connaissance. Développer un réseau radar africain indépendant, interconnecté entre Bamako, Niamey et Ouagadougou. Former des ingénieurs locaux capables de gérer les brouilleurs, satellites et systèmes d'interception. L'objectif, ne plus dépendre d'alertes étrangères. Comme le dit Traoré, celui qui ne voit pas son ciel ne contrôle pas sa paix. Accélérer la transition vers le solaire et l'hydrogène, construire des mini-centrales régionales. Chaque mégawatt produit localement devient un acte politique, une affirmation d'autonomie. Les artisans réparent la Kepimba. Les coopératives innovent, les universités expérimentent. Le slogan s'impose. L'indépendance, c'est quand la lumière vient de chez nous. Créer des instituts de technologie souveraine et des écoles d'histoire africaine contemporaine. Faire de la mémoire une science, pas un mythe. La nouvelle génération doit comprendre que la souveraineté n'est pas un cri, mais un protocole. Pour mesurer les progrès, un tableau d'indicateurs était publié chaque trimestre. Radar installé, énergie produite, étudiants formés. Chaque chiffre devient un outil de transparence et une preuve que la souveraineté peut se quantifier. Le plan avance lentement, mais visiblement. Et quand les difficultés s'accumulent, Ibrahim Traoré répète la même phrase. « Nous ne vaincrons pas en un jour, mais chaque jour nous refuserons de perdre. » Sous le soleil de midi, la cour du palais est silencieuse. 3 ans ont passé depuis la nuit du drone et Ibrahim Traoré s'arrête devant une fresque murale, celle des 3 victimes. Leurs visages,
peints à même la pierre, veillent sur chaque réunion, chaque discours. C'est ici que tout a commencé, et que tout recommence. Un enfant s'approche, lève les yeux vers lui et demande « Monsieur le Président, est-ce qu'ils reviendront ?» Traoré sourit lentement « Non, mais leur courage reste ici. » Cette phrase, captée par une caméra de passage, fera le tour du continent. Ce n'est plus un chef d'État qui parle, mais un témoin. La boucle émotionnelle se referme, du silence de la frappe à la parole du survivant. Et dans ce retour, une certitude. La dignité ne se décrète pas, elle se cultive. Le pays ne chante plus sa douleur, il l'enseigne. Les artistes appellent cela la mémoire fertile. C'est peut-être la plus belle victoire d'un homme qu'on voulait effacer, avoir transformé la blessure en fondation et la peur en horizon. L'histoire aurait pu s'arrêter à une nuit de feu et de métal, mais au lieu d'un épilogue tragique, Ibrahim Traoré en a fait un commencement. Il a transformé une tentative d'assassinat en manifeste continental, une peur en pédagogie du courage. Aujourd'hui, le Burkina Faso n'est plus seulement une géographie, c'est une idée en marche. Les chancelleries continuent de débattre, les experts de spéculer, mais le peuple, lui, avance. Chaque jour, il bâtit un morceau de cette indépendance qu'on disait impossible. Et dans chaque geste, cultivé, enseigné, codé, protégé, il répète silencieusement la même phrase. La souveraineté n'est pas un drapeau, c'est une discipline. Alors, que faisons-nous de cette histoire? La regardons-nous comme un mythe ou comme un miroir? Car si un seul homme a pu survivre à une frappe destinée à le faire taire, combien d'autres peuples peuvent encore se relever?